Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette troisième intervention sur un roman en relation donc avec les représentations de la jeune fille. Précédemment, nous avons étudié Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Alors, en cette rentrée, où je vous espère en pleine forme, j'aimerais évoquer auprès de vous un roman qui est emblématique des années folles. Il a été publié en 1922. C'est un écrivain masculin qui l'a écrit, Victor Marguerite. Et c'est vrai que c'est un roman assez peu connu aujourd'hui, en tout cas peu étudié. On connaît davantage finalement la renommée du roman que le contenu même, que le contenu narratif même. Il est plutôt même sous-estimé, sa qualité littéraire reste aujourd'hui discutable, mais néanmoins c'est un roman important puisqu'il offre une image transgressive de la jeune fille, comme nous allons le voir ensemble. Alors, j'ai pour ma part le roman publié chez Payot dans la collection Petite Bibliothèque Payot. Donc, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès dans les années 20, mais c'est un roman qui a généré un immense scandale. Il faut savoir que son auteur était bien vu des politiciens de l'époque, il avait la Légion d'honneur, il était conforme en quelque sorte aux valeurs de l'époque, et cette publication génératrice de scandale lui a valu la radiation de la Légion d'honneur, ce qui est une première dans l'histoire de l'ordre. Alors, que raconte ce roman? Il met en scène une jeune fille, une héroïne, Monique L'Herbier, qui brave les interdits, qui brave donc un certain nombre d'interdits suite à un chagrin d'amour. Et c'est un personnage masculin, nous allons le voir, qui constitue une transgression forte par rapport à l'image conventionnelle de la jeune fille. On le sait que la jeune fille se doit d'être douce, pacifique, bien élevée, bien éduquée, vierge, et doit être éduquée en prévision d'un double débouché, qui est le débouché matrimonial, c'est-à-dire le fait de devenir une épouse et une mère exemplaire. Alors, au début de l'adolescence de Monique L'Herbier, tout est plutôt rassurant. Le personnage se distingue par son innocence et sa soif de justice. Citons le texte. Monique a 14 ans. Elle ne se souvient pas d'avoir été une enfant souffreteuse. Elle a la robustesse d'une jeune plante qui a trouvé son terrain et surgit drue. Elle est à l'âge merveilleux des lectures, où le monde imaginaire se découvre et où la jeunesse enveloppe de son voile magique le monde réel. Elle n'a pas la notion du mal, tant la vigilance de son éducatrice l'a sarclée dans cette âme naturellement saine. Elle a en revanche le sentiment et l'appétit du bien. Mais elle manifeste en plus, ferment de son double et premier mysticisme, quelques tendances à l'absolu. C'est ainsi qu'elle a horreur du mensonge et adore religieusement la justice. Alors Monique a pour particularité de ne pas être tout à fait comme les autres jeunes filles de son âge. Elle refuse les plaisirs ordinaires de son âge, elle est plutôt solitaire. En fait, elle ne partage pas les mœurs de ses camarades. Je cite, « Plus que jamais repliée sur elle-même et de moins en moins mêlée à l'existence de ses parents, la bande mondaine, dont malgré elle, elle fait partie, la déclare une originale, voire une poseuse, parce qu'elle n'aime ni le flirt, ni la danse. Monique, inversement, juge ses amies des folles plus ou moins inconscientes et profondément dépravées. Monique, si elle aimait, n'aimerait qu'un grand amour auquel elle se donnerait toute. » Et nous verrons dans un passage ultérieur que Monique a un regard très sévère à l'encontre de ses amis. Les parents sont persuadés que ses amis incarnent la jeune fille exemplaire, qu'elles sont vraiment hors de tout soupçon, alors que Monique n'est pas dupe et sait qu'en fait ses amis sont profondément dépravés et elle les appelle d'ailleurs elle-même des garçons. Alors, au départ, Monique L'Herbier est une jeune fille très aimée, très choyée par ses parents. Elle est la fierté de sa famille qui l'accueille dans sa chambre de jeune fille après des années passées au pensionnat. Alors, voici un autre extrait. Monique a 17 ans. Elle a dit au revoir à tante Sylvestre.
au pensionnat, au jardin, à tout ce qui a fait d'elle la jeune fille délurée, au regard hardi et pur et aux joues fraîches. Adieu au doux passé où en se faisant une santé, elle s'est faite une âme. Avenue Henri Martin, sa chambre de jeune fille, joliment préparée, lui a causé un vrai plaisir. Elle a été touchée de l'accueil de son père et de sa mère. Elle sent qu'elle compte, désormais, aux yeux des siens. Elle leur fait honneur. Pour l'instant, cela ne va pas durer comme vous l'aurez compris. Mais d'ores et déjà, il y a quelques caractéristiques qui font qu'elle déroge à l'archétype de la jeune fille. En effet, quelques traits distinctifs annoncent sa révolte future contre le mensonge de son milieu bourgeois d'origine. Alors, dans un premier temps, elle se distingue par son désir de connaissance, par sa soif de savoir, par sa volonté de réussir dans les études, avec un système de valeurs orienté vers la justice, l'appétit du bien. Il faut rappeler qu'à l'époque, une jeune fille, il n'était pas de bon ton pour une jeune fille de travailler. On l'a vu avec Simone de Beauvoir. Le fait que Simone de Beauvoir souhaite travailler, réussir dans ses études et avoir un métier est considéré comme une forme de déchéance sociale pour le père, comme un échec. Parce que finalement, toute l'éducation de la jeune fille doit servir à un débouché matrimonial qui fait honneur à la famille. Alors pour en revenir à Monique Lherbier, elle se distingue également par son insolence, une forme de lucidité sévère à l'égard de ses amis qui seraient considérées par ses parents comme de vraies jeunes filles alors qu'elles ne le sont pas du tout. On voit aussi qu'elle est sensible au plaisir sensoriel que lui procure notamment la nature. Si vous lisez le roman, vous aurez aussi un passage où elle se laisse troubler par une jeune fille de son âge qui la désire. Donc il y a une scène de trouble sexuel qui intervient assez tôt dans ses apprentissages. Elle est également éprise d'absolu. Elle rêve en un amour unique auquel elle se donnerait toute. Donc il n'y a pas de place pour la possibilité d'un mariage de raison. Elle est extrêmement jusqu'au-boutiste dans son appétit d'absolu, y compris sur le terrain amoureux. Et en cela, elle nous fait penser également à la Marianne de Jane Austen, Le cœur et la raison. Et d'autre part, et surtout d'ailleurs, puisque ce sera le moteur de sa décadence, de ce qui peut être considéré comme une forme de décadence, mais aussi une forme d'accès à la liberté, elle perd sa virginité avec l'homme qu'elle aime avant de se marier et au nom d'une éthique personnelle. Voici le passage en question. Elle est heureuse et fière d'être dès maintenant sa femme, de lui avoir fait confiance par cette preuve suprême d'abandon. Ce qui fait la valeur des unions, ce n'est pas la sanction légale, c'est la volonté du choix. Seulement voilà, la confiance de l'héroïne est ébranlée lorsqu'elle découvre que l'être aimé, en lequel elle fait toute confiance, la trompe avec une jeune femme qu'il a débauchée également lorsqu'elle était jeune fille et qu'il continue à fréquenter comme maîtresse. Elle comprend de plus que l'homme qu'elle aime ne souhaite pas l'épouser par amour, mais parce qu'il a des intérêts dans les affaires du père, de son père. En effet, il souhaite nouer un contrat d'association avec le père de Monique, qui est un industriel endetté, certes, mais qui est possesseur d'un brevet qui peut constituer une bonne opportunité pour le futur gendre. Donc, suite à cette tromperie, à la fois, une tromperie sur le terrain de l'amour, mais aussi sur le terrain des intérêts, s'amorce alors une descente aux enfers avec une rupture totale de Monique avec ses parents. Parce que ses parents veulent néanmoins la marier avec cet homme qu'elle aime pourtant, par intérêt, en dépit de la trahison subie. S'ensuivent alors des aventures sexuelles de nature diverse avec des hommes comme avec des femmes. Elle s'autonomise également économiquement puisqu'elle crée une boutique de décoration, ce qui est extrêmement transgressif à l'époque puisqu'elle crée sa propre affaire. Elle devient finalement une chef d'entreprise. En tout cas, la trahison du fiancé va générer à la fois un processus d'émancipation, mais cela part d'un chaos émotionnel très puissant qui va générer une rupture radicale avec son milieu d'origine, donc la bourgeoisie parisienne, et l'ensemble des valeurs portées par ce milieu. Alors, on comprend avec ce roman que le contexte traumatique de la Première Guerre mondiale a changé le comportement féminin. Même si les parents, on le voit avec les parents de Monique Lherbier, cherchent encore à maintenir la jeune fille dans un ordre social des états de femme traditionnels. L'anti, c'est surtout de ne pas marier sa fille et qu'elle devienne une vieille fille comme nous l'avons vu précédemment.
Ici, dans La Garçonne de Victor Marguerite, le statut de la vraie et pure jeune fille est mis à mal par les fréquentations de Monique, qui présente une double facette. Elle est en fait conforme en façade aux normes sociétales, aux attentes sociétales, et il y a une facette clandestine vouée à la découverte de tous les vices. De plus, Monique transgresse l'interdit majeur de la sexualité, parce qu'elle se donne tout entière à celui qu'elle nomme son fiancé avant le mariage. Donc, elle ne s'est pas conformée aux normes de la société bourgeoise, mais à une éthique personnelle qui veut que la sanction légale, le mariage, est moins importante que le contrat intime noué entre deux personnes qui s'aiment. Et là, on retrouve également cette éthique dans Le cœur et la raison de Jane Austen, avec le couple Marianne et Willoughby. Et Willoughby sera également trahira également la jeune Marianne. Alors on voit aussi que dans le roman La Garçonne, il y a toute une morale qui est promue, notamment à la faveur d'une conversation entre plusieurs professeurs, dont l'un d'entre eux d'ailleurs deviendra le mari de Monique L'Herbier à l'issue du roman, ce qui nous ramène à une fin relativement conventionnelle par rapport au processus d'émancipation de Monique L'Herbier. En effet, dans le roman, il y a une conversation entre plusieurs professeurs qui explique que finalement, la tendance amoureuse des femmes est de se diriger vers la polyandrie. Et que plutôt que de promouvoir le mariage de raison, c'est l'expérimentation qui est promue, qui doit être encouragée avant de se fixer auprès d'un unique être. Voici ce que dit l'un des professeurs. La plupart des femmes et toutes les jeunes filles ne demanderaient qu'à devenir, et à condition d'être aimées, qu'à demeurer la femme d'un seul homme. Discordance séculaire entre l'idéal féminin et la bestialité masculine, qu'est née avec l'anarchie sexuelle cette tendance à la polygamie, ou pour être plus exact, à la polyandrie vers laquelle la femme à son tour évolue. Donc dans cette conversation sera notamment mise en exergue la nécessité d'expérimenter avant le mariage, d'avoir plusieurs aventures avant d'élire une unique personne. Ceci valant aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sachant que les femmes, comme nous le constatons dans ce passage, sont plus enclines à la monogamie, mais néanmoins évoluent peu à peu, à l'instar des hommes, vers la polyandrie. Alors, ce qui est intéressant de constater avec La Garçonne, mais également plus tard avec Mémoire d'une jeune fille rangée, c'est que ces héroïnes, ces jeunes filles qui transgressent, qui s'émancipent peu à peu, qui échappent à l'ordre traditionnel des états de femmes, sont issues pour la plupart de la bourgeoisie, tout particulièrement parisienne. Il semblerait que les classes sociales laborieuses n'ont pas le luxe de penser et de perpétuer, mais aussi de transgresser l'idéal de la jeune fille, qui reste donc très circonscrit à un milieu privilégié. Un milieu privilégié caractérisé par des enjeux d'argent, de transmission des patrimoines, d'où l'importance du mariage comme débouché et gage de réussite sociale. Alors pour trouver un autre portrait de la jeune fille qui échappe au code et qui n'est pas, on pourrait le dire, immoral, mais qui est tout simplement amoral, au-dessus en fait. On peut se rendre vers, visiter l'œuvre de Colette, et on se souvient notamment de Claudine à l'école, qui elle est une fille de la campagne, qui ignore les mœurs décadentes de la fin du siècle. Elle est dépourvue de sens moral. Elle est amorale, mais elle est amorale non pas par connaissance intellectuelle, elle est amorale par instinct. La jeune Claudine n'est pas du tout modelée par le préjugé en matière de séduction, en matière de sensualité. À 15 ans, par exemple, Claudine s'éprend de la collaboratrice de son institutrice et va faire de l'amour un vaste champ d'apprentissage, un désir d'apprentissage qui ne naît pas, lui, contrairement à Monique L'Herbier, du ressentiment post-rupture amoureuse. On peut aussi s'intéresser à une autre héroïne de Colette qui est Gigi. Gigi, c'est le dernier roman de Colette qui a été publié en 1942. Alors, la mère de Gigi n'est pas une bourgeoise. Elle est néanmoins une figure décisive qui dit à la jeune fille ce qu'elle est à partir de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une future bonne épouse, capable de se tenir avec élégance. Et on se souviendra notamment même dans l'adaptation cinématographique de cette scène de la dégustation d'un homard à l'américaine. La jeune fille est censée devenir une épouse formée pour apporter de l'agrément à la vie de son mari. Cependant, il est intéressant de constater qu'avec Colette, la mère de Gigi n'est pas une bourgeoise, mais elle est une artiste. Et elle est même une seconde chanteuse dans un théâtre subventionné. Et là, l'alternative ne laisse aucune place à l'émancipation économique de la jeune fille, parce que finalement, la mère dans Gigi fixe
fixe une alternative à sa fille, soit celle-ci s'engage dans une voie dite dégradée avec un employé de basse classe qui gagne peu sa vie, qui l'épousera et qui lui fera 4 enfants en 3 ans, soit alors elle épouse ce bel homme, ce fils héritier célèbre d'un riche industriel que Gigi connaît depuis l'enfance et qui lui fera la belle vie. Et là, on verra avec Gigi qu'un dénouement heureux clôt le roman, puisqu'effectivement Gigi épousera l'héritier après avoir appris à se comporter comme une dame, à avoir dégrossi ses manières encore trop liées à son enfance qu'il considérait comme un paradis désormais perdu. Et dans La Garçonne de Victor Marguerite, Monique L'Herbier épousera l'un des professeurs et donc finalement se rangera également. Alors là où Victor Marguerite innove, c'est dans l'intitulé même du roman, La Garçonne. On a là aussi une transgression par rapport à l'assignation de naissance et on a la formation d'un néologisme qui montre bien que le sexe social ne correspond pas au sexe de naissance, que la jeune fille Monique L'Herbier déroge aux attendus de son sexe de naissance, d'où la masculinisation qui est donnée à voir par cet intitulé qui est aussi un néologisme.